Bonsoir et merci à vous tous qui êtes présents dans notre Collège des Bernardins pour cette soirée qui s'inscrit dans le cadre de notre cycle Science et foi. Merci à vous également qui nous rejoignez, téléspectateurs de KTO, pour la retransmission de la première partie de notre rencontre. Dans le cadre de notre cycle Science et foi, nous avons aujourd'hui comme échange la question des chimères, à l'occasion de ces expériences étonnantes que les biologistes ont su mettre en œuvre ces derniers temps, semblant franchir les frontières des espèces et produire ainsi des réalités vivantes nouvelles. Nous sommes très heureux et très honorés d'accueillir ce soir Madame Ledouarin, qui guidera notre réflexion en ouvrant la rencontre de ce soir. Madame Ledouarin, grand merci de votre présence. Vous avez enseigné au Collège de France. Vous êtes membre de l'Académie pontificale des sciences depuis une dizaine d'années environ maintenant. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, en tout cas pour l'Institut de France. Vous êtes l'un des grands noms de la biologie contemporaine française. La spécialité de vos travaux notamment a porté sur le développement des embryons, le développement embryologique. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de votre compétence et de la faire partager au plus grand nombre, à vous qui nous suivez par la retransmission de KTO, à vous ici présents dans notre salle. Grand merci de nous aider à comprendre ce qu'il en est aujourd'hui de ces possibilités que la science contemporaine met en œuvre, de nous aider à situer aussi précisément quelles sont les questions qui peuvent se poser aux scientifiques qui opèrent ces franchissements parfois hardis entre les espèces en réalisant des chimères. Merci madame. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire que je suis heureuse d'être ici et que je remercie beaucoup M. Vincent Aucamp et les responsables de ce magnifique endroit de m'avoir invité. Avec la mission de vous parler des chimères et plus particulièrement d'éclairer le problème qui est posé là, est-ce que les chimères sont des monstres ? Alors d'abord, le terme de chimère, d'où vient-il? Il prend ses racines dans la mythologie grecque. En effet, la chiméra était un organisme tout à fait curieux, composite. Et ici, j'en ai une représentation. Il faut utiliser ça. J'en ai une représentation qui n'est pas parfaite, mais qui devrait vous faire voir que c'était un animal, la chimère mythologique grecque, qui avait une tête de lion, un corps de chèvre et la queue d'un dragon. Alors, la chimère, en fait, c'est un être composite. Et pour les biologistes qui utilisent ce terme, et s'ils utilisent ce terme, c'est parce que ce terme correspond à un objet sur lequel il travaille, la chimère est en fait un être qui est formé de cellules qui ont des constitutions génétiques différentes. Elles ont des constitutions génétiques différentes parce qu'elles proviennent de l'assemblage de cellules ou de tissus qui proviennent de deux ou quelquefois plusieurs individus. Et par contre, qu'est-ce qu'on appelle monstre? Eh bien, ce qu'on appelle monstre, c'est quelque chose de différent en ce qui concerne sa genèse. Parce qu'il s'agit d'un être qui est organisé, mais dont la conformation s'écarte d'une manière très nette des normes auxquelles obéissent régulièrement les êtres du groupe naturel dans lequel il est né. Donc le monstre est quelque chose de spontané, ça n'est pas un individu qui est composé de cellules qui proviennent de plusieurs événements de fécondation, c'est-à-dire de plusieurs œufs ou zygotes. Le monstre provient du développement d'un seul œuf, mais seulement son développement est tout à fait anormal. Alors, je vais vous parler des chimères tout d'abord du point de vue de l'embryologiste que je suis, de la biologie du développement, parce que les chimères, c'est un moyen d'étude du vivant, c'est un moyen d'étude du développement embryonnaire. Et puis vous verrez à la fin de cet exposé qu'on peut aussi faire des chimères entre êtres adultes,
et vous verrez quelles sont les applications de cette pratique, c'est particulièrement les greffes d'organes, et puis quelles sont aussi les limitations de ces pratiques d'assemblage de tissus qui proviennent d'ensembles génétiques différents. Alors, les chimères, du point de vue embryologique, c'est quelque chose qui remonte loin. C'est-à-dire que c'est de fabriquer des chimères pour comprendre le développement de l'embryon, eh bien, c'est quelque chose qui a été fait au début de l'étude de l'embryologie dite causale ou expérimentale. Si on considère l'étude du développement embryonnaire, on peut dire que pendant le XIXe siècle, on a regardé, on a observé avec les outils dont on disposait comment les embryons de différentes espèces se développent. C'est-à-dire qu'il s'agissait de quelque chose où il n'y avait aucune intervention sur l'embryon, on le regardait. C'était quelque chose de tout à fait descriptif. Et puis, le mystère qui entoure la transformation d'une seule cellule en un organisme aussi complexe, constitué de milliards de cellules, comme une souris, comme un homme, même comme un insecte, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une des choses les plus belles que la nature ait produites. Mais l'homme a eu envie de comprendre comment cette transformation s'accomplit. Et pour comprendre comment cette transformation s'accomplit, il a décidé d'intervenir sur le déroulement de l'embryogenèse, c'est-à-dire de la formation de l'embryon. Et pour cela, il faut remonter à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle avec l'expérience fondatrice de l'embryologie expérimentale, qui est celle qui a été faite par Hans Spemann et son élève Hilde Mangold en 1924. Je vais vous montrer l'idée. L'idée, c'était de savoir si les cellules qui sont dans un certain endroit du germe, quand ils se forment, savent ce qu'elles vont devenir ou si elles vont devenir ce qu'elles deviennent parce qu'elles sont instruites par leur environnement. Pour le savoir, il a commencé à faire des associations, il travaillait sur les amphibiens, sur les tritons, entre des embryons de tritons qui avaient une différence qui était dans la pigmentation. L'un était pigmenté, l'autre ne l'était pas. Et ce que vous voyez là, ce sont deux étapes ou deux étapes d'observation d'un embryon. Celui d'en dessous, c'est l'embryon qui est encore jeune, vous voyez, c'est au stade bourgeon caudal, dans lequel l'embryon provient d'un œuf non pigmenté, mais on lui a greffé sur le côté exactement le même territoire que celui qu'on a enlevé, mais provenant d'un embryon qui était pigmenté. Et puis en haut, vous voyez l'inverse, vous voyez un embryon qui est pigmenté, sur lequel on a greffé l'équivalent à droite, là-haut. Vous voyez le système nerveux, l'œil à droite, il provient de l'embryon non pigmenté. Alors, quand on fait des associations de cette sorte, c'est-à-dire qu'on enlève une région, mais qu'on greffe exactement la même région, on dit qu'on fait des associations isotopiques. On voit simplement dans cette expérience qu'on peut reconnaître les cellules qu'on a greffées des cellules de l'embryon receveur. Mais Spemann a eu l'idée de faire une autre expérience parce que il a observé que quand l'embryon commence à se développer, vous voyez sur la droite ici, c'est la forme de l'embryon au moment où il va commencer à fabriquer son système nerveux. Et la première indication que l'embryogenèse commence, c'est la formation de cette petite encoche tout à fait à droite. Et cette petite encoche tout à fait à droite s'appelle la lèvre dorsale du blastopore et elle marque la face dorsale de l'embryon. Et c'est là que va se former le système nerveux, que va se former la colonne vertébrale et que va se former plus tard, un peu plus haut, la tête. Il a prélevé chez un embryon de race avec des pigments cette région et il l'a greffée, vous voyez, il l'a prélevé là sur un embryon pigmenté et il l'a greffée sur la face ventrale à l'opposé de l'embryon non pigmenté.
Et alors là, il a fait une greffe hétérotopique, c'est-à-dire il a changé l'emplacement. Et il veut savoir, est-ce que cette partie que j'ai greffée va se développer comme elle l'aurait fait si elle était restée en place? Et qu'est-ce qui va se passer? Il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant à laquelle il ne s'attendait pas. C'est que cette petite masse de tissu, elle est restée assez petite, elle ne s'est pas développée beaucoup, mais elle a induit sur la face dorsale, sur la face ventrale, la même invagination que l'invagination normale qui se produit dorsalement. Le résultat de tout cela, c'est qu'il s'est formé sur la face ventrale, là où il devrait y avoir le ventre, un autre embryon avec un autre système nerveux, c'est celui que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on va avoir l'embryon initial qui ici aurait dû donner une face ventrale, mais qui, à cause de la greffe de la lèvre blastoporale dorsale, a formé un autre embryon. Et alors, il avait montré là quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que les différents tissus des différentes cellules ne se développent pas d'une manière autonome, mais qu'elles sont dépendantes de signaux qu'elles reçoivent des cellules avoisinantes. En d'autres termes, le développement des cellules d'un embryon, c'est comme les cellules forment comme une société qui parle entre elles avec une hiérarchie. Et la partie dorsale, la lèvre blastoporale dorsale, qui correspond au premier signe du développement du système nerveux, elle a un rôle dans l'organisation de l'embryon dorsalement, c'est-à-dire qu'elle est à l'origine de la formation des structures dorsales de la tête, et on peut imposer un destin de ce type à une face ventrale juste avec un petit fragment de la région de la lèvre blastoporale dorsale. Donc il avait trouvé ce qu'il a appelé l'organisateur. Et je dois vous dire qu'à la suite de cela, il y a eu énormément de travaux pendant des décennies pour trouver ce que l'organisateur produit pour pouvoir produire cette modification extraordinaire du germe. Et ça n'est que récemment, à la suite de la génétique moléculaire, de la possibilité de travailler sur les gènes, qu'on commence à comprendre ce qui se passe. Donc vous voyez que là, on a fabriqué une chimère et que cette chimère, elle a été extraordinairement utile pour étudier le développement. Maintenant, je vais vous parler de chimères qui me concernent parce que j'ai passé une grande partie de ma vie à les construire, ces chimères, chez l'embryon d'oiseau. Alors pourquoi? D'abord, au départ, je n'avais pas du tout l'intention de faire des chimères, mais je me suis aperçue en travaillant sur l'embryon et sur l'embryon de deux espèces d'oiseaux qu'il y avait une particularité tout à fait spéciale dans une espèce d'oiseau. Et ça m'a permis de mettre au point une méthode qui permet de suivre le devenir, mais cellule à cellule, des cellules de l'embryon. C'est-à-dire que j'ai pu étudier les migrations des cellules de l'embryon et que j'ai appliqué cette méthode sur une structure très particulière qui s'appelle la crête neurale. Je vais vous en dire quelques mots. Les deux oiseaux, les voilà. Un poulet sur la gauche et une petite caille sur la droite. Ils appartiennent tous les deux à la même famille des gallinacées, mais quand j'ai regardé les cellules de ces oiseaux colorées avec une méthode qui permet de mettre en évidence l'ADN, j'ai vu, vous voyez tout en haut, que vous regardez le noyau cellulaire, c'est ce qui est rouge là, vous voyez? Alors, vous voyez que quand c'est marqué Q, ça veut dire quail, c'est caille, et C, c'est chick, c'est poulet. Vous voyez qu'on reconnaît les noyaux de ces deux types d'oiseaux très facilement parce que l'ADN, le patrimoine génétique, est très condensé en une masse rouge qui est au centre du noyau chez la caille, chose qui n'existe pas du tout chez le poulet, qui n'existe pas non plus chez nous, qui n'existe pas dans la plupart des cellules animales. Et comme j'ai vu ceci dans tous les types de cellules embryonnaires ou adultes de la caille, j'ai eu l'idée d'utiliser cette particularité pour mettre au point une méthode de marquage cellulaire. Alors ce que vous voyez en dessous, c'est la même chose, mais au lieu d'utiliser la méthode qui met en évidence le DNA, on a une autre méthode qui met en évidence des antigènes spécifiques de chaque espèce. Et vous voyez un antigène de caille ici qui est mis en évidence avec une coloration marron et ça permet de repérer les cellules de caille qui ont été greffées.
Alors, avec ça, j'ai étudié le devenir de cellules qui appartiennent à l'ébauche nerveuse, à l'ébauche qui va devenir du système nerveux, et qu'on appelle la crête neurale. Alors, juste un petit mot, j'espère que je vous ennuie pas trop avec toutes ces histoires embryologiques, mais ce que vous voulez quand on m'invite, c'est généralement ce que je raconte. Alors, vous voyez tout en haut, vous avez quelque chose qui existe chez l'embryon de tous les vertébrés, de nous en particulier, c'est la couche externe ou ectoderme. Alors vous voyez au milieu c'est rose, c'est ça qui va donner le système nerveux. Ce qui est bleu, c'est ce qui va donner la peau. Mais entre le rose et le bleu, il y a une zone verte. La zone verte, c'est la zone limite entre les deux. Et cette zone verte, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce que le système nerveux, nous avons un tube derrière ici, n'est-ce pas, la moelle épinière, et qui grossit un petit peu au niveau de la tête pour former le cerveau, mais originellement c'est un tube. Comment ce tube se forme-t-il ? Eh bien par repliement de cette plaque rose. Et au moment où elle se replie, la plaque rose, les deux zones vertes viennent en contact. Et ces deux zones vertes, elles ont une destinée très intéressante parce que elles vont donner des cellules qui vont s'éparpiller, des cellules qui vont migrer et qui vont être à l'origine de énormément de tissus et de types cellulaires dans notre organisme. Et alors, ces cellules, elles ont cette propriété extraordinaire de ne pas rester ensemble sous forme d'un épithélium comme les autres cellules du système nerveux, mais de devenir libres et de se mettre à bouger dans l'organisme. Comme le font les cellules, malheureusement, les cellules cancéreuses qui perdent la cohérence dans un tissu pour devenir des cellules errantes qui vont devenir des métastases. Par conséquent, deux intérêts majeurs pour étudier la crête neurale. Premièrement, savoir ce que cette crête neurale devient quand l'organisme devient adulte. Et puis la deuxième chose, c'est comment et pourquoi les cellules migrent-elles? Est-ce qu'il y a des similarités entre la migration de ces cellules de type embryonnaire, migrations qui sont normales en ce sens que les cellules vont suivre certains chemins, comme nous l'avons montré, qu'elles vont ensuite s'agréger pour former des ganglions, et puis qu'ensuite elles vont s'arrêter là, elles ne vont pas continuer à migrer n'importe où et d'une manière désordonnée comme le font les cellules des tumorales. Par conséquent, quelle différence y a-t-il entre la migration de ces cellules, l'adhérence qu'elles ont avec le substrat et l'adhérence qu'ont avec le substrat les cellules malignes? Vous voyez que ces recherches, bien que étant faites sur des embryons d'oiseaux, elles ont un intérêt pour la thérapie humaine. J'ai voulu vous montrer cette figure parce que c'est une figure obtenue en microscopie à balayage sur le tube nerveux qui est en train de se fermer. Vous voyez, nous passons tous par un stade de ce genre-là. C'est un embryon qui a été coupé transversalement. Vous voyez donc le tube en train de se fermer, mais vous voyez aussi la surface avec les deux bourrelets latéraux qui vont fournir la crête neurale. L'expérience que nous faisons, c'est que nous prenons un embryon de poulet comme hôte, nous lui enlevons une région que vous trouvez là, où il y a une petite zone jaune, là, un trait jaune qui est la notochorde. C'est ce qu'on voit après qu'on a enlevé le tube neural dans cette région-là. On peut se repérer au nombre de somites. Les somites, c'est ces petites boules qui sont sur les côtés, qui sont à l'origine des vertèbres. Et puis on prend un embryon de caille exactement du même âge, on coupe la zone correspondante, on la soumet à l'action enzymatique, une action d'une enzyme protéolytique qui va permettre d'obtenir le tube nerveux absolument parfait, absolument propre, et on greffe le tube nerveux de la caille dans le poulet. C'est ce que vous allez voir. Voilà l'expérience. Ici, on a enlevé le tube nerveux du poulet. Vous avez la notochorde qui est au milieu, les somites qui sont de chaque côté. Et ici, on a le tube nerveux qu'on va implanter, il est évidemment beaucoup plus gros, avec la crête neurale à côté. Il est plus gros le grossissement est plus grand pour celui-ci que pour la figure précédente. Et puis là, il est en place, vous le voyez là, mais ce que vous voyez, c'est vous reconnaissez les noyaux de caille, vous reconnaissez les noyaux de poulet ici, mais vous reconnaissez aussi une espèce de chapelet de cellules qui, à la queue leu-leu, sont en train de migrer sur les cellules de la crête neurale. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on obtient une chimère. Alors, vous avez vu que la caille était pigmentée, que le poulet n'est pas pigmenté.
Les cellules pigmentaires des cheveux, les cellules pigmentaires de la peau, les cellules pigmentaires des plumes, elles viennent de la crête neurale. De sorte que vous avez un poulet qui est blanc au départ, et puis il a une grande bande noire. Pourquoi? Parce que les cellules de la crête neurale ont migré dans les germes plumaires du poulet et ont coloré les germes plumaires du poulet. Et à l'intérieur, à ce niveau-là, la moelle épinière est une moelle épinière de caille. Donc on a une chimère qui a une partie de son système nerveux qui est poulet, qui est à lui, et une partie de son système nerveux qui provient d'un autre animal. C'est une chimère interspécifique. Vous voyez, elles peuvent éclore, elles peuvent survivre longtemps et elles peuvent voler, etc. Ce qui veut dire que les connexions entre les neurones de caille et les neurones de poulet, les neurones de caille et les muscles de poulet se font parfaitement bien. Vous voyez que cette chimère est viable. Peut-on dire que c'est un monstre? Je vous laisse juger. Un autre type de chimère, ici on a remplacé une partie du cerveau. Alors ce que vous voyez, c'est sur ces petites bêtes, il y a deux chimères et un poulet normal. Vous voyez des plumes colorées comme si elles étaient chez la caille, mais elles colorent des plumes de poulet. Bon, voilà, je pourrais vous parler très longtemps de ces chimères qui nous ont beaucoup appris sur le rôle de la crête neurale dans la formation du corps des vertébrés. Et en particulier, je peux vous dire que ce que nous avons découvert, c'est notamment que la crête neurale joue un rôle très important dans la formation de la tête. Toutes les structures faciales viennent de la crête neurale. Maintenant, je voudrais vous parler de chimères de souris, parce que se rapproche de l'homme, on est maintenant chez des mammifères. Alors, si on connaît beaucoup de choses chez l'homme, c'est en grande partie parce qu'on a observé les souris. Alors, en tant qu'embryologiste, je peux vous dire que pendant une grande partie pendant le 19e siècle et puis une grande partie du 20e siècle, on connaissait mal le développement précoce des mammifères. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que la fécondation de l'ovocyte, c'est-à-dire de l'ovule des mammifères, se fait au niveau des ovaires, dans la trompe ovarienne, et c'est après que la fécondation a eu lieu, que l'embryon va descendre dans l'utérus, et c'est dans l'utérus qu'il va se développer. Pendant qu'il descend dans l'utérus, il est très difficile à observer, bien entendu, et surtout, on ne peut pas faire d'expérimentation sur ces embryons. Alors, les progrès dans nos connaissances sur l'embryogénèse des mammifères, ils proviennent, ces progrès, du fait qu'on a réussi à fabriquer, à mettre au point des milieux de culture qui permettent aux gamètes, c'est-à-dire aux spermatozoïdes et aux ovocytes de mammifères, de vivre in vitro, c'est-à-dire dans un récipient de culture sur la paillasse du laboratoire. Et du fait qu'on peut les mettre ensemble, l'ovocyte et le spermatozoïde, il peut y avoir fécondation. Et ce qu'on a observé dans les années 50, c'est que cette fécondation aboutit à un embryon qui va s'accroître jusqu'au stade qui correspond au stade que l'embryon normal quand il arrive dans l'utérus. C'est ce qu'on appelle le stade blastocyste. Et à ce stade-là, on est obligé de trouver une mère porteuse parce que ces embryons ne peuvent plus se passer des nutriments apportés par l'utérus maternel. Donc, il y a tout un stade dans la vie d'un embryon de mammifère que l'on peut étudier, où on peut faire des recherches. Alors, je vous ai apporté là un embryon de souris. D'heure en heure, vous voyez, c'est quelque chose de très beau à voir au microscope, hein, vous voyez les deux noyaux qui sont arrivés après la fécondation dans l'ovocyte. L'ovocyte, c'est la grosse cellule. La petite cellule que vous voyez sur le côté, là, c'est une petite cellule qui est le résultat de la dernière division de l'ovocyte. Au moment où l'ovocyte devient véritablement mûr, il émet un noyau et il émet avec un tout petit peu de cytoplasme, c'est ce qu'on appelle un globule polaire. Mais ce que vous voyez, la grosse cellule ronde, eh bien, c'est l'ovocyte, le gamète femelle, ou ovule aussi, avec deux noyaux, parce que le noyau du spermatozoïde est rentré dedans, mais il n'est pas encore fusionné. Il va fusionner très vite, et une fois qu'il a fusionné, tout de suite, les cellules vont se diviser en 2, puis en 4, puis en 6, puis en 8.
Et puis, vous avez là ce qu'on appelle une morula. Vous voyez qu'elle est entourée par une petite gangue qui l'est protectrice. Et après, vous voyez ici au milieu, là, dans le deuxième rang, vous voyez que l'œuf a changé d'allure parce qu'il s'est compacté. Ça veut dire que les cellules, au lieu d'être collées vaguement l'une sur l'autre, elles vont vraiment se serrer l'une contre l'autre et elles vont fabriquer deux milieux, un milieu extérieur et un milieu intérieur qui communiquent pour presque pas, juste par simplement des molécules très petites comme de l'eau. Et ce que vous voyez là, après la compaction, c'est la formation d'une cavité interne avec un massif de cellules et puis une couche de cellules tout autour. Alors ici, vous avez cette couche, l'œuf est encore un peu plus évolué, vous avez la couche de cellules tout autour qui va devenir le placenta, et puis vous avez ces cellules-là, ici, qui vont devenir la souris. Et au milieu, c'est du liquide. Alors, il s'accumule tellement de liquide qu'à un moment donné, il va falloir que l'embryon sorte. Alors, on appelle ça l'éclosion du blastocyste. Et c'est parce que le blastocyste éclot, au moment où il arrive dans l'utérus, qu'il va pouvoir se fixer sur dans l'utérus. Alors, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est parce qu'on a ça in vitro, qu'on a pu faire des chimères. Et c'est dans les années 60, au début des années 60, qu'on a fait des chimères. Alors, les chimères, on prend les embryons au stade morula, hein, on enlève la gangue qui est autour, de sorte que, et on les met en culture, on en met deux, l'un à côté de l'autre en culture, on les oblige à fusionner en les poussant l'un contre l'autre. Il y en a un qui vient d'une souris noire, il y en a un qui vient d'une souris blanche. Et vous avez alors formation d'un blastocyste unique. C'est-à-dire que les deux embryons, quand ils sont bien agglomérés, vont fusionner et qu'ils vont se comporter comme si c'était un seul œuf. Alors, vous allez avoir besoin d'une mère porteuse, vous allez introduire les embryons composites, la chimère, dans l'utérus de la mère porteuse et vous allez avoir la naissance de souriceaux. Comment sont ces souriceaux? En voilà. Ces souriceaux sont chimériques, on le voit sur la peau, puisqu'on voit des bandes noires et des bandes blanches qui alternent. Mais les cellules des tissus, les cellules de tous les organes internes, on a des méthodes qui sont des méthodes biochimiques qui permettent de voir que tous les tissus sont aussi chimériques. Et par conséquent, il y a eu, en quelque sorte, coopération des embryons de deux génotypes différents, l'un de la race noire, l'un de la race blanche, qui vont faire comme s'ils étaient un seul. Alors, pour vous distraire, je vous montre quelque chose qui a été fait, qui est presque un monstre, parce que cette souris, cette grosse souris, elle provient de l'agglomération de 3 œufs. Des œufs, un œuf provenant de la souris blanche, qui était croisé avec un mâle blanc, bien entendu, un œuf provenant d'une race noire et un œuf provenant d'une race marron. Et vous voyez la souris, elle a dans tous ses tissus, et en particulier dans ses germes, dans ses poils, dans sa fourrure, des cellules qui proviennent de ces trois types Et alors, je voudrais vous montrer une autre façon de construire des chimères, qui n'est plus des chimères d'agrégation, mais qui sont des chimères d'injection. Et ça, c'est très important, parce que il y a quelqu'un en Angleterre qui s'appelle Richard Gardner, qui a eu l'idée suivante. Au lieu d'agglomérer 2 œufs, il a pris un blastocyste déjà formé d'une souris blanche, puis il a été chercher les cellules de la masse cellulaire interne destinée à former la souris dans une race noire. Et ces cellules sont dans le petit tube qui est en haut. Après, il introduit le petit tube dans le blastocyste de la souris de race blanche, il lâche les cellules, et ensuite, vous voyez, ces cellules sont là, elles vont s'agglomérer avec le blastocyste de la race blanche, et elles vont donner une souris qui va être chimérique, exactement comme si on avait fusionné les 2 œufs. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'on obtient exactement le même résultat, quel que soit le nombre de cellules qu'on introduit. Même avec une seule cellule, on peut avoir un chimérisme de tous les tissus, ce qui prouve une chose, c'est qu'à ce stade-là,
toutes les cellules qui sont destinées à former la souris, elles ont exactement le même potentiel de développement. Elles ne sont pas déterminées à fournir un type de cellule ou un autre type de tissu. Elles sont pluripotentes ou, si vous préférez, totipotentes. Et c'est ce phénomène-là qui a été à l'origine de la production par culture de cellules embryonnaires souches, appelées cellules ES, pour embryonic stem cells en anglais. Maintenant, je vous montre un autre type de chimère, encore plus extraordinaire. Cette chimère, c'est une chimère formée par l'agglomération d'une morula, d'un embryon de mouton et d'un embryon de chèvre. Et tout ça a été incubé dans l'utérus d'une chèvre. Mais vous voyez que vous avez un animal tout à fait composite avec une tête de chèvre et avec un corps qui est recouvert par une toison qui ressemble à une toison de mouton. C'est donc une chimère. Vous voyez qu'on peut faire des chimères extrêmement compliquées. Alors, ça, c'était simplement pour vous dire que les gens qui s'intéressent à ces problèmes-là peuvent trouver des documents beaucoup plus complets ici dans un livre que j'ai écrit il y a quelques années et puis dans un autre que j'ai écrit plus récemment sur les cellules souches. Ce dont je voulais aussi vous parler, c'est d'un autre problème qui est celui de la formation de chimères qui ne sont pas exactement comme celles qui ne méritent probablement pas le terme de chimère. Il s'agit d'expériences qui sont faites maintenant, en Angleterre notamment, et qui consistent à prendre un ovocyte animal, comme un ovocyte de lapin ou un ovocyte aussi de vache, et à enlever le noyau de l'ovocyte et à remplacer le noyau de l'ovocyte par un noyau humain, un noyau somatique humain qui a 2 N chromosomes, un noyau prélevé dans une cellule quelconque. À ce moment-là, l'ovocyte animal va commencer un développement embryonnaire avec un matériel génétique, un patrimoine génétique qui appartient à une autre espèce, c'est-à-dire qui appartient à l'homme. Pourquoi faire des choses aussi baroques? Eh bien, on fait ça parce que on voudrait étudier sur des cellules souches qu'on peut dériver d'embryons de cette sorte, enfin du moins on espère pouvoir dériver des cellules souches. On voudrait étudier le comportement de certaines anomalies génétiques humaines. Parce que souvent, il y a des maladies génétiques humaines dont on voudrait étudier les différentes particularités au niveau cellulaire, au niveau génétique, etc. Et ceci est extrêmement difficile à faire sur l'individu malade, sur l'homme. Et ce qu'on souhaiterait, c'est arriver à avoir la photocopie, si vous voulez, de ces maladies dans des cellules sur lesquelles on pourrait essayer des médicaments, sur lesquelles on pourrait faire toutes sortes de choses qu'on ne peut pas faire vraiment sur des cellules qui sont des cellules qui appartiennent à un individu humain, parce que ça serait une lésion qu'on ferait à ces gens qui sont déjà très handicapés. Alors, je pourrais vous parler, si vous le souhaitez, plus longuement de ces pratiques et qui sont d'ailleurs encore pour le moment un petit peu hypothétiques, si vous le souhaitez. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être prolongé un peu trop mon exposé. Un grand merci à Madame le professeur Ledouarin pour la compétence que vous nous partagez ce soir et pour les éléments que vous offrez à notre réflexion. Le père Jean-Marc Dole. Je vous en prie, Madame. Je mets là. Oui. Le débat avec Madame Ledouarin. Est-ce que vous voudriez remettre l'image de chimère, peut-être? La première? Oui. Et avec le docteur Benoît Bell. Merci. Merci encore, Madame le professeur. Merci, Monseigneur. Merci, docteur, d'être présent et de nous aider à réfléchir ensemble à la suite de l'exposé que nous venons d'entendre. À nouveau, merci à vous, ici présents au Collège des Bernardins, et à vous qui nous rejoignez par KTO.
Madame le professeur, peut-être pour reprendre de manière synthétique, est-ce que vous pourriez nous redire en quelques mots les raisons pour lesquelles, aujourd'hui encore, cela fait pratiquement un siècle que les expériences se déroulent en laboratoire, pourquoi fait-on cela ? Il y a un intérêt de recherche fondamentale, j'imagine, comme vous l'avez souligné, pour la compréhension du développement des embryons, cette chose extraordinaire que nous offre la nature. Un enjeu donc de recherche fondamentale, certainement. Est-ce qu'il y a aussi des perspectives proches ou lointaines de thérapie génique ou alors de génie génétique pour avoir des organismes susceptibles de produire des substances qui nous intéresseraient ? Ah oui, 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 on peut faire aussi des chimères par génie génétique, c'est-à-dire en injectant des gènes humains, par exemple, à l'intérieur d'ovocytes comme ça, ou à l'intérieur d'eux, en faisant de la transgénèse. Et à ce moment-là, on obtient des chimères génétiques. Alors là, il ne s'agit pas d'introduire des cellules, mais de modifier le génome des animaux pour leur faire produire, par exemple, de la caséine ou de l'insuline, différents types de produits. Ça. Alors, mais quand vous parlez de recherche fondamentale, il ne faut pas oublier que tout ce qu'on connaît en technologie, toutes les applications, elles proviennent d'observations qui sont faites en recherche fondamentale. L'embryologie expérimentale et les mécanismes du développement, ils ont pris véritablement racine dans les travaux que je vous ai décrits, entre autres. Bien sûr, il y a eu d'autres travaux, mais ces travaux-là de Spemann, ils ont été formidablement instructifs, parce qu'on a commencé à pouvoir, si vous voulez, c'est comme une machine. Il faut la démonter pour savoir un peu comment ça marche. Ben là, c'est un peu ça. On démonte le développement, la magnifique machine qui fait du nouveau jour après jour et même heure après heure. On essaie de comprendre comment se déroulent ces événements. Et comment ils se déroulent, c'est en les dérangeant ou en marquant un certain nombre d'étapes qu'on peut comprendre ce qui se passe. Par conséquent, c'est cette façon de considérer que les recherches fondamentales, c'est quelque chose pour amuser les chercheurs, c'est pas tout à fait juste. Hein. Il faut comprendre que tout ce que nous connaissons, c'est à partir de recherches de type fondamental. Ah oui, recherche de grand prix, de grande valeur. Pour ouvrir notre table ronde et en venir ensuite à des questions plus précises, avant, dans un deuxième temps, de vous donner la parole à vous qui êtes présents dans le public, docteur ou monseigneur, avez-vous l'une ou l'autre réaction immédiate à l'ensemble de la présentation du professeur Ledouarin ? Réagir par rapport à la question tout d'abord, c'est qu'est-ce que sont les chimères? Alors la question éthique qui se pose fondamentalement, c'est quand même celle de l'homme animal, c'est-à-dire la dernière loi qui a été permise par M. Gordon Brown, Premier ministre d'Angleterre, qui permet aujourd'hui de fabriquer des chimères homme-animal, comme on l'a entendu tout à l'heure, à partir d'une ovocyte, soit de lapine, soit de vache, etc., avec un noyau humain. La question, c'est que sont ces êtres-là? Et même en droit, ça pose une question, puisque notre droit, évidemment pas le droit anglais, le droit anglais ne reconnaît l'existence d'une personne humaine ou d'un être humain tel quel qu'au 14e jour. Mais en France, l'article 16 de notre Code civil et la loi Benda en Allemagne, le rapport Benda, autorise effectivement à considérer l'embryon dès le commencement, c'est-à-dire dès la conception, comme un être humain. Donc qu'est-ce celui-ci? C'est-à-dire s'il est défendu par le droit, s'il est en reconnaissance d'un droit particulier, on peut se demander ce qu'est ce chimère, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette chimère qui est à la fois homme-animal. Est-ce qu'on peut... Voilà, on a fait l'émergence de quelque chose, ça pose une question par rapport à la dignité de l'homme, déjà. Est-ce qu'il y a une dignité de l'homme à laquelle on atteint en permettant effectivement quelque chose qui n'est ni homme ni animal, puisqu'on ne peut pas lui donner de statut particulier, même si 99% du génome, effectivement, est humain, une partie quand même vient de la mitochondrie qui est dans le cytoplasme et puis bon, tout ce qu'il peut y avoir qu'on ne connaît pas, parce qu'effectivement, un organisme comme ça peut très bien, on a soulevé les risques éventuels de ce genre de chimère, puisque dans cet être-là, il peut y avoir très bien des organismes, des micro-organismes contre lesquels le récepteur pouvait très bien se défendre, mais que celui qui a le patrimoine ne sait pas se défendre. Par exemple, la barrière immunologique ne serait pas efficace. Bien, ça c'est la première question. La deuxième question, c'est effectivement l'humanité de l'homme. De toute façon, ces chimères, comme les embryons, et c'est ça notre question, c'est qu'ils sont détruits, parce qu'on ne les laisse pas se développer. On ne laisse pas se développer parce que justement, on ne voudrait pas qu'ils naissent, et c'est une interdiction formelle, ces chimères hommes humaines, parce qu'on ne saurait pas très bien ce que c'est. Probablement, ils seraient gravement handicapés, j'imagine, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc,
Voilà, on les détruit. Mais on détruit quoi au juste? On détruit un animal ou on détruit un homme? C'est la deuxième question. Ensuite, l'autre question, c'est par rapport à la recherche fondamentale. Bien, la recherche fondamentale est importante et tout le monde est pour la recherche fondamentale. Mais la question qui se pose, est-ce que la science est porteuse de sa propre éthique? C'est une autre question. Vous voyez, beaucoup de questions sont soulevées par cela. Est-ce que la science est porteuse de sa propre éthique? C'est pas sûr, puisque Rabelais, déjà, qui pourtant était tout à fait pour la science, disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc la question qui se pose, c'est qui va définir l'éthique? Or, la recherche est bien, l'éthique n'est pas là pour empêcher la recherche scientifique, mais peut-être pour l'orienter vers des choses qui sont dignes de l'homme. C'est la question, nous, que nous posons, et c'est la question, sans doute, qui va faire débat ce soir. Donc je me tais, je continuerai ensuite. Madame le professeur, vous souhaitiez réagir immédiatement? Oui, je veux réagir parce que je ne pense pas que ce qu'on appelle les hybrides, c'est-à-dire un cytoplasme d'un ovocyte de vache, dans lequel on met un noyau de cellules de peau humaine, soit comparable à un œuf, un zygote humain. Vous dites, la religion catholique dit... Ah non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit la religion catholique. Hein. J'ai dit qu'effectivement, la religion catholique dit quelque chose, et notamment, elle vient de sortir un document il y a 3 jours sur la dignité de l'homme. Non, je dis la loi française, l'article 16 du Code civil, dit effectivement la dignité de l'être humain, de sa conception, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'au moment de sa mort. Donc là, effectivement, la religion catholique ne peut dire que la même chose, bien entendu, puisque la religion catholique tire de la Bible que la vie humaine est sacrée. Donc vous voyez, oui, mais alors, effectivement, attendez, c'est un plus, mais ce n'est pas la réflexion humaine. La réflexion est porte sur ce qu'est l'homme. Et là, c'est pas une question de religion catholique. Permettez-moi de vous dire que si vous prenez un petit morceau de peau, c'est pas un homme que vous avez, c'est un petit morceau de peau. Et à chaque fois qu'on vous fait une opération, qu'on vous enlève l'appendicite, on vous enlève un petit morceau de vous-même et vous n'avez pas l'impression qu'on atteint la dignité de l'homme. Là, on a pris une cellule de type somatique, une cellule qui a 2 N chromosomes et on l'a mise à l'intérieur d'un ovocyte de vache. Ça n'est pas la conception qui correspond à l'union de l'ovocyte et du spermatozoïde humain. Ce que vous avez là, quand vous avez un ovocyte de vache avec un noyau d'une cellule de peau humaine, ça n'a rien à voir avec un œuf humain, ni avec un être humain, et ça n'a rien à voir non plus avec un attentat quel qu'il soit, une atteinte quelle qu'elle soit à la dignité de l'homme. C'est simplement un matériel biologique qui permet d'étudier dans des conditions qui sont avantageuses pour des malades atteints de maladies génétiques, les caractéristiques de cette maladie. Alors, il faut oublier l'idée que là, on a un être humain. On n'a pas d'être humain. On a un fragment d'un individu adulte que l'on place dans un ovocyte de vache de façon à le faire proliférer pour mimer, en quelque sorte, un développement de mammifères. Nous appartenons quand même au groupe des mammifères. D'accord. La question, c'est que si on laisse effectivement ce hybride se développer, que va-t-il devenir? Si on le laisse se développer, oui, si on le met dans vous inquiétez pas, il se développe très mal. Jusqu'ici, il y a eu beaucoup d'essais, et je ne pense pas qu'on arrivera à obtenir des choses mirobolantes avec ça. De toute manière, les pays où c'est possible, en particulier l'Angleterre, les expériences qui sont faites sur ce type de matériel sont extrêmement contrôlées. La Human Fertilization Embryology Authority s'occupe de toutes les expériences qui sont faites et il est bien indiqué que le matériel qui peut atteindre un développement de 14 jours est détruit ensuite. Mais justement, alors pourquoi avoir mis au point quelque chose qu'on va détruire au 14e jour, surtout qu'il se développe, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une multiplication cellulaire comme un tissu qu'on aurait mis en culture, il s'agit vraiment d'un développement particulier comme un embryon, comme quelque chose qui va se développer
pour donner un corps nouveau. Donc la preuve, vous avez bien montré qu'effectivement les chimères aboutissaient à des êtres construits et terminés. Alors on peut se demander la même chose avec ce noyau, parce que ce noyau qui contient un potentiel, c'est exactement le transfert nucléaire. On espère bien qu'avec le transfert nucléaire, qu'on appelle clonage thérapeutique ou qu'on appelle clonage reproductif, on peut aboutir à un être humain achevé. Alors pourquoi pas avec les chimères? Donc la question se pose non pas seulement d'un tissu, mais d'un développement éventuel de cet organisme vers quelque chose de constitué. Alors, je vous proposerai volontiers deux questions particulières à l'une et à l'autre pour essayer de préciser un petit peu les choses. Peut-être avant cela, Dr Bail, souhaitez-vous intervenir vous aussi ou réagir de manière générale ou particulière sur ce dernier point brûlant? Oui, le dernier point est brûlant. Cette construction des chimères à partir, enfin, qui sont aussi le clonage hybride. Moi, je pense qu'un clonage hybride intéressant, je suppose qu'il va vers une reproduction la plus proche d'une reproduction humaine, c'est-à-dire là où le pouvoir, par exemple, des mitochondries d'origine de la vache, par exemple, auront peu de rôle dans le développement de ce hybride. Donc on approche. Oui, je sais. Si vous permettez. Dans le développement, pour le moment, les difficultés de développement de ces constructions proviennent probablement du fait que les ADN des mitochondries qui produisent leurs propres protéines, lesquelles protéines sont utilisées par le noyau de la cellule normalement pour produire, ce sont des enzymes souvent pour les différents mécanismes cellulaires. Ces protéines ne sont probablement pas tout à fait bien compatibles avec les besoins du noyau qui appartient à une autre espèce. Il y a eu des dérives au cours de l'évolution qui font que les difficultés de développement de ces hybrides sont Est-ce que vous ne croyez pas qu'un des objectifs des chercheurs pourrait justement d'être de réprimer un petit peu cette expression des ADN mitochondriaux des vaches pour... Mais c'est indispensable d'avoir des mitochondries pour respirer. Oui. Hein. C'est tout à fait essentiel. La cellule ne peut pas vivre sans mitochondries. Mais la raison pour laquelle les Anglais font ça, c'est pas pour faire des choses perverses, mais c'est parce que dans l'obtention de cellules souches, lesquelles cellules souches sont quand même quelque chose qui correspond à un véritable espoir au point de vue thérapeutique, cellules souches humaines. Si on obtient des cellules souches humaines qui fournissent des tissus qui sont transplantables, il serait souhaitable que ces cellules transplantées ne soient pas rejetées par le système immunologique du patient. Pour ça, il serait souhaitable qu'elles aient les mêmes caractéristiques génétiques, c'est-à-dire le même HLA, si vous voulez, le même complexe majeur d'histocompatibilité qui fasse qu'elle soit non rejetée. Pour qu'elle soit non rejetée, eh bien, on a proposé la méthode du clonage thérapeutique, c'est-à-dire le transfert nucléaire. Le problème est que le transfert nucléaire est une technique extrêmement difficile qui fonctionne très mal. Il nous reste peu de temps et plutôt que d'engager un discours technique qui risque peut-être d'être difficilement compris, est-ce que vous pourriez nous dire précisément quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est que pour arriver à faire ces cellules qui seraient vraiment très utiles pour la thérapie cellulaire, eh bien, il faudrait faire beaucoup d'expériences avec des ovocytes humains. Et que l'obtention d'ovocytes humains pose un véritable problème éthique. C'est-à-dire qu'il faut prélever des ovocytes sur des femmes jeunes, en période de reproduction, et que d'obtenir des ovocytes, ça n'est pas quelque chose de trivial, c'est quelque chose qui peut même produire des difficultés de santé pour la donneuse. Et c'est pour essayer de faire avancer les problèmes qu'on essaye d'utiliser des ovocytes animaux, mais on ne veut pas construire des hybrides extravagants avec ça. On veut simplement essayer de voir jusqu'où on peut aller dans la compréhension de la construction de clones, enfin pas de clones, mais Merci. Donc vous nous rendez attentifs à cet enjeu éthique particulier que vous nous signalez de... la non-matérialisation du corps humain et de l'obtention des ovocytes à partir de jeunes femmes donneuses. Monseigneur, est-ce qu'en quelques mots,
vous pouvez nous dire sur quel point l'Église tient à rendre chacun de nous, et nos sociétés aussi, attentives à l'occasion de ces expériences? L'Église parle Comment se beaucoup, monnaie concrètement beaucoup l'enjeu de la dignité humaine. La humaine? dignité humaine, effectivement, pour l'Église, mais pas seulement pour l'Église d'ailleurs. Il me semble qu'elle est partagée par d'autres encore. Elle ne se partage pas en tranches de saucisson, c'est-à-dire qu'elle commence depuis la conception, c'est-à-dire le commencement de l'existence humaine. Nous sommes tous passés par ce stade de manière individuelle et personnelle jusqu'à l'instant de notre mort. Et donc, là, le fait des cellules souches embryonnaires ne poserait aucun problème si elles n'entraînaient pas la destruction de l'embryon, c'est-à-dire de cette vie humaine commencée. Voilà où ça pêche. Alors effectivement, la mise en place de clonage ou de transfert nucléaire, peu importe comment on l'appelle, effectivement permet d'éviter effectivement l'utilisation des ovocytes des jeunes femmes, mais il y a d'autres solutions aujourd'hui. Les cellules souches du cordon ombilical qui effectivement ne sont pas rejetées non plus puisqu'elles appartiennent au sujet, s'il y a des banques qui permettent de les stocker. Or en France, on est très en retard sur d'autres pays sur ce plan-là, et là, il y a un espoir thérapeutique. Les reprogrammations cellulaires qui, bien sûr, aujourd'hui peuvent demander du temps, mais on peut espérer, tout comme le transfert nucléaire, que ça puisse aboutir un jour. C'est-à-dire qu'autrefois, quand j'avais fait mes études de médecine dans les années 70, on nous avait dit qu'une cellule différenciée ne peut pas revenir en arrière. Or, aujourd'hui, une cellule de la peau peut être reprogrammée pour devenir au moins pluripotente, c'est-à-dire donner d'autres cellules. Là, il y a effectivement une perspective thérapeutique, donc il existe des perspectives. Une invitation à développer des méthodes qu'on connaît peut-être trop mal en France aujourd'hui. Il faut développer des méthodes parce que c'est pas la science qui est en jeu, ni l'intention des chercheurs. L'intention des chercheurs n'est pas en cause dans cette histoire. On n'accuse personne d'avoir des idées perverses, bien entendu. La question, c'est une réflexion éthique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est juste pour l'homme? Qu'est-ce qui est digne de l'homme? C'est la question qui se pose aux chercheurs et c'est ce que l'Église essaie de faire quand elle parle de la dignité humaine depuis son commencement jusqu'à la fin de l'existence. Alors, notre réflexion devra se poursuivre et plusieurs questions essentielles se dessinent. Malheureusement, les impératifs nous demandent de rendre l'antenne. Nous ne pouvons que vous donner rendez-vous pour un autre mardi des Bernardins. Ce sera le 6 janvier avec vous, téléspectateurs, sur la question de société, cette fois du travail du dimanche. Mais avec vous qui êtes présents parmi nous, nous restons ensemble pour continuer pendant une heure notre réflexion sur les grandes questions qui viennent de se dessiner. Merci à vous, chers amis de KTO, et à un prochain mardi pour une autre rencontre Science et Foi. Le 6 janvier, rendez-vous pour le travail du dimanche.